sujets tels que l'apprentissage. Excuse-moi, j'avais oublié d'enregistrer, donc vas-y, recommence. Je recommence depuis le Mais début. non, 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 tu peux. Donc effectivement, oui, docteur en sciences cognitives, où j'ai traité notamment de l'apprentissage multimédia, de théorie de psychologie, pour comprendre comment on pouvait engager un apprenant et capter son attention sur des dispositifs asynchrones. Et puis effectivement, j'ai un parcours qui mêle un petit peu de l'informatique, un petit peu de psychologie, un petit peu de linguistique, qui est assez complet, et puis notamment de l'intelligence artificielle, sujet sur lequel je me suis passionné depuis maintenant 2 ans, où j'ai vraiment un petit peu, bon, j'ai perdu beaucoup de nuits et de semaines, mais j'ai beaucoup traité l'intelligence Et de artificielle cheveux aussi, je crois, d'ailleurs, et depuis de 2 ans. cheveux, parce qu'effectivement, j'avais des cheveux en arrivant à Sido. Mais donc j'ai vraiment traité de l'IA sur tous les aspects, on pourrait dire. Je l'ai à la fois intégré dans mes expérimentations de thèse, où j'ai introduit des petits agents pédagogiques qui étaient alimentés par des LLM, des modèles de langage qui permettaient de répondre aux questions des apprenants. Mais pas que, j'ai aussi beaucoup appliqué l'intelligence artificielle au niveau de SIDO, en essayant de transformer les process, de les améliorer potentiellement en utilisant des solutions d'intelligence artificielle. Euh, et puis effectivement, maintenant, depuis quelques mois, même un an à peu près, avec Sylvain, on a l'occasion de faire des formations sur l'IA et la pédagogie notamment, mais pas que. Et puis, je trouve une nouvelle mission également, où j'accompagne des entreprises avec Sido à justement implémenter des solutions d'intelligence artificielle dans leur process, faire à la fois de la culturation pour comprendre ce qu'est l'IA et comment on peut l'appliquer en entreprise, et puis les accompagner sur la mise en place de ces solutions dans des processus internes. Merci, Yuri. Mais du coup, moi, tu m'as fait tomber dedans il y a un peu plus d'un an. Euh, En démarrant par quelque chose de tout bête, tu as créé la page Sidologie.ai, le site web Sidologie.ai, qui proposait 7-8 applications, notamment une qui était de produire, générer un programme de formation compatible Calliope. C'est le genre de tâches et de missions qui me stressent. Et à l'époque, j'avais pas de compte GPT, je ne savais pas le faire moi-même. Et toi, tu avais créé une petite app qui permettait, en mettant juste son titre, la durée et son sujet, enfin, la cible, ça sortait un programme assez complet, assez efficace. Alors jamais parfait évidemment, il y a toujours un peu de retravail dessus, mais ça me faisait gagner un temps fou et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de plonger dedans avec toi et de lancer ces formations autour de l'IA dans les entreprises, toujours très pratiques, à la mode Le Bahut, où nos apprenants font des choses et repartent avec une vraie boîte à outils et surtout des connaissances un peu plus concrètes que uniquement comment prompter ou juste copier des prompts incroyables. C'est pas trop notre philosophie. Je vois qu'il y a une première question. Tout à fait. Quel type d'entreprise? Donc Bah, c'est c'était une entreprise de logistique, enfin, d'agroalimentaire, mais toi, tu étais sur la partie logistique, si je dis pas de bêtises, Yuri. On a eu une demande là sur entreprise proche de l'éducation nationale. Enfin, c'est pas une entreprise, c'est une institution de l'éducation nationale qui avait besoin de mettre en place un outil interne pour les formateurs, pour les aider à créer des programmes qui soient compatibles avec leur process interne. On est en train d'accompagner aussi une grosse structure ONG pour les aider à mettre en place un chatbot qui répond un peu à des questions complexes qui se posent tous, où ils ont un niveau de connaissance très divers. Donc on est en train de voir ça avec eux, parce qu'il y a des données confidentielles derrière tout ça, donc du coup ils veulent que ce soit vraiment sur leur serveur à eux, sécurisé, et pas à partir d'une solution auteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et puis, comme projet? j'accompagne aussi une organisation publique, Tout à notamment fait. qui a un gros jeu de données. Pour vous donner, là, c'est de l'ordre quasiment de 80 000, je crois, lignes de tableau Excel. Alors, vous allez me dire, c'est pas si gros, mais l'idée, c'est qu'on puisse transmettre, en tout cas, dialoguer avec cette base de données qui est assez énorme, d'une autre façon que via un simple moteur de recherche. Donc, je suis en train de travailler là-dessus avec Sido. Je ne peux pas en dire plus malheureusement parce qu'on est encore au stade du prototype, mais voilà, initialement, on nous faisait beaucoup de demandes pédagogiques, hein, puisque c'était un peu notre cœur de métier initial, et puis finalement, on se rend compte que l'IA, ça peut être appliqué un peu à tout type de métier. On a de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas forcément liées à la pédagogie, qui nous demandent de l'accompagnement. Et c'est une très bonne introduction pour la suite, parce qu'en fait, ce sont des profils qu'on va trouver plutôt en PME ou ETI. Les grandes entreprises ont déjà des équipes dédiées, ont déjà des data scientists, data analysts. On vise plutôt les entreprises un peu en dessous qui ont envie d'y aller, mais ne savent pas par quelle boule prendre. Parce que le rôle d'un chef de projet IA, selon nous, c'est être capable d'intégrer des outils numériques, notamment l'IA, dans le quotidien des entreprises. C'est de
comprendre les besoins des collaborateurs, être capable de modéliser leurs tâches quotidiennes et leurs processus, et de trouver des solutions pour les aider à les automatiser ou à gagner du temps ou être plus efficace sur ceci. Et souvent des entreprises qui ont déjà des bouts de choses qu'on testé, mais qui ont besoin de passer un peu à l'échelle supérieure, ou qui ont besoin d'une personne en interne qui soit un peu le référent, là, pour répondre à toutes les questions des collaborateurs et tous les besoins internes. Pour autant, il n'y a pas que de l'IA dedans. On se rend compte que parfois, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du no-code, que la simple automatisation avec des outils comme Zapier ou Make peut suffire. Après, parfois, il faut de l'apprentissage automatique et de l'analyse de données. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai mis quelques ressources si vous voulez aller plus loin pour voir la définition de ce métier qui est tout neuf, hein, qui est tout neuf. Pour autant, le Hub France IA, qui est le syndicat en gros des éditeurs IA et du sujet IA en France, prédit qu'il y aura 120 000 emplois de chefs de projet en IA d'ici 2030, sachant qu'il y a 6 mois, quand on a échangé avec eux, il y avait en gros 200 personnes qui faisaient ça à l'époque, et ils disaient qu'il y allait avoir un besoin massif de partout et qu'il y avait pour l'instant peu de formations qui préparaient à ce métier. Je vous ai mis aussi un exemple de chef de projet numérique selon le blog du modérateur. Et enfin, je vous ai mis des offres d'emploi et d'alternance qui existent déjà sur Indeed sur le sujet vraiment de l'intelligence artificielle pour mettre en place des processus d'IA en entreprise. Et pareil sur l'APEC, pour que vous vous rendiez compte que c'est un métier qui est en train d'émerger. Pour autant, il n'y a pas encore beaucoup d'offres d'emploi, mais ça arrive. Alors, ce point-là, on ne le sort pas de notre chapeau non plus. C'est-à-dire que, à la fois, c'est parti d'une intuition personnelle où je me suis rendu compte qu'on se retrouvait à peu près dans la même situation que dans les années 2000, où on a assisté à une digitalisation massive en fait des entreprises et effectivement un renouvellement complet des compétences qui étaient nécessaires, notamment de passer du papier au numérique sur beaucoup d'aspects. Et il y a eu ce besoin effectivement d'avoir une transition au niveau des entreprises, de pouvoir former les salariés effectivement à ces nouveaux outils, et puis également faire de la conduite au changement dans les process. Donc c'est quelque chose qu'on a eu très rapidement une intuition sur ce nouveau besoin, puisqu'on assiste quand même à une révolution technologique, non pas que liée à l'IA, hein, liée aussi à la démocratisation et l'accessibilité du code via des outils no-code. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un deuxième jalon potentiellement de cette révolution. Et puis deuxième aspect, on a fait quand même une série d'interviews, on s'est vraiment pris la tête pendant des mois à interviewer Mais non, potentiellement c'était passionnant, Yuri. c'était passionnant. On a interviewé beaucoup à la fois des salariés en poste qui ont à peu près des métiers similaires, en tout cas dans les entreprises, et puis aussi des dirigeants d'entreprise qui nous ont exprimé clairement leurs besoins par rapport à tout ça et les compétences qu'ils envisageaient. Et puis, dernier point, on s'est rendu compte aussi que quand on faisait des formations sur l'IA, effectivement, ça plaît beaucoup. Les salariés voient souvent l'intérêt que ça peut représenter, mais ensuite, quand ils retournent dans leurs tâches du quotidien, en fait, ils n'ont pas forcément le temps de les mettre en pratique, de les mettre en place au niveau de leur process. Et donc, on a souvent ce besoin en fait, il nous faudrait quelqu'un presque à temps plein qui puisse accompagner les salariés, mettre en place des POC, donc des POC, des proof of concept, des solutions qui vont être fonctionnelles pour montrer l'intérêt d'une application. Ouais, notre Donc vision, voilà, c'est vraiment ce issu de sera ça. pas qu'un métier très court terme sur une mission spot, c'est une vraie transformation interne, d'où le besoin d'avoir un collaborateur qui comprend bien les métiers, qui connaît les collaborateurs et qui est capable de les aider au quotidien. Et à quoi on va vous former concrètement pendant cette année? C'est et c'est souvent quelque chose qui est un peu oublié, c'est analyser les besoins d'une organisation, c'est comprendre les processus internes, les situations de travail, modéliser tout ça, avant de se lancer tout de suite dans une solution. Et souvent, c'est cette phase qui est pas très bien faite. N'est-ce pas, Yuri? Parce que je dis n'est-ce pas Yuri, parce que parfois c'est ce qu'il me disait juste avant en préparant ça, c'est que lui avait tendance à partir vite sur des solutions qu'il trouvait géniales, mais qui répondaient pas toujours aux besoins de la personne. Et c'est là où il y a un vrai gros travail de modélisation. Derrière, là où il faut être bon aussi, c'est être capable de concevoir ces solutions à partir de solutions auteurs, de mettre en place des prototypes qu'on va appeler POC ou Proof of Concept au sein de l'entreprise pour voir si ça fonctionne, si ça répond bien aux besoins. Sachant que là, il y a quand même pas mal besoin d'entraînement, de tests, de validation, avant de pouvoir passer à l'échelle. Et l'échelle, c'est quoi? Bah, c'est déployer ces mêmes solutions, mais version open source, où il faut créer une interface, il faut déployer ça sur des serveurs en Europe, s'assurer que la RGPD est respectée et valider que les résultats pondus par l'IA ou par les processus mis en place répondent bien aux attentes. D'où on fait ça en plusieurs étapes, parce que ça sert à rien de passer directement au déploiement grande échelle si on n'a pas validé que ça apportait vraiment quelque chose au quotidien.
Tout à fait. C'est vraiment l'enjeu de faire une analyse du besoin pour mettre en place une priorité en fait sur quel outil ou quel besoin est le plus intéressant en tout cas à trouver une solution. C'est vrai que ces trois étapes-là, en tout cas ces trois compétences-là, c'est des compétences que j'avais un petit peu initialement, mais que j'ai fortement développées au fil du temps en mettant en place justement ces solutions d'IA. Et en faisant de la formation, je me suis beaucoup formé sur l'intelligence artificielle et le no-code. Et on se rend compte que c'est vraiment trois compétences clés pour justement arriver à ce nouveau métier. Et c'est trois compétences clés également qui sont beaucoup demandées au niveau des employeurs, notamment sur cette capacité potentiellement à vraiment comprendre le besoin d'une organisation. Les entreprises ont parfois ce problème-là d'avoir en face d'eux des data scientifiques, des data scientists, des data analystes qui n'ont pas forcément un pied dans l'entreprise, et donc du coup qui ont une approche peut-être un peu trop théorique des choses et qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas à bien communiquer avec l'entreprise. Et donc, d'avoir cette personne-là qui a vraiment ce pied dans l'entreprise, qui peut communiquer, est un plus. En tout cas, c'est ce qui a vraiment ressorti des entretiens. Et avec un vrai accompagnement au changement, parce que, il y a parfois des Oui. peurs, tout le monde n'a pas envie d'y aller, et il faut prendre par la main, d'où c'est pas toujours un prestat externe qui peut y arriver. Comment ça va se passer cette année? C'est 57 jours de formation, soit 399 heures qui sont réparties sur 12 mois, 7 heures par jour fois 57 jours. Et on commence par une sorte de bootcamp qu'on va appeler niveau 1, avec un bloc de 4 semaines full-time à l'école, puis un bloc d'une semaine qui arrive un peu plus tard, où là l'enjeu, c'est, Yuri vous expliquera plus en détail, mais c'est d'être capable de mettre en place, de faire l'analyse de besoins et mettre en place des premiers POC internes, assez simples. Puis après, on a trois blocs où on va monter en compétence sur l'usage de Python, sur l'hébergement, sur des serveurs, etc. On va aller un peu plus dans la technique pour arriver à ce niveau 3 qui est le déploiement à grande échelle. Et tout le temps, il y aura des évaluations, des petits cas pratiques, des projets à créer pour tester les choses. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il y a un gros projet final sur 10 jours où on a un gros projet à faire pour une association qu'on aura identifié avec Yuri, avec un besoin identique pour tout le monde, et vous devez faire l'analyse, le POC, puis le projet à grande échelle dans ces 10 jours, et c'est ça qui fait que vous serez, entre guillemets, euh, diplômé, sachant qu'il n'y a pas de diplôme au bahut, je vous expliquerai ça un peu après, du bahut. Une conclusion sur 3 jours pour revenir sur des nouveautés, pour faire un update, pour faire un retour aussi sur vos travaux, et une soutenance qui termine la formation, que vous présentez devant un jury de professionnels, et l'enjeu là, bah, c'est de réussir cette soutenance face à un pro pour aussi qu'on vous aide à trouver un emploi derrière si vous n'êtes pas conservé à l'issue de votre alternance. Voilà un peu Alors, il y a comment une ça se question, découpe. et donc ça va me... Vas-y, Pardon, vas-y. Il y a une question, et ça va me permettre notamment d'aller un très peu bonne plus question. en détail. Est-ce qu'il faut savoir coder initialement? Alors, tout de suite, non, il n'y a pas besoin de savoir coder. Et c'est notamment l'enjeu de ce premier niveau 1, en fait, de ce bootcamp. Ce que je disais tout à l'heure sur la démocratisation des outils, globalement, on va voir que dans le bootcamp, on saura faire, mettre en place un POC, donc un prototype fonctionnel qui est pertinent pour l'entreprise dès ce niveau 1 en utilisant majoritairement ou même uniquement que des solutions no-code. Donc, du Zapier, du Make, du Flowise. Voilà, on va vraiment évaluer et on va étudier ensemble tout un framework d'outils no-code. Donc, c'est vraiment l'enjeu de ce niveau 1, c'est d'arriver à faire quelque chose de fonctionnel et pour l'entreprise avec des outils no-code. Ce qu'on va se rendre compte ensuite quand vous allez aller en entreprise et que potentiellement vous allez pouvoir faire répondre aux besoins, mais des fois, parfois, il y aura des particularités qui font qu'on devra passer par du code, ça sera tout l'enjeu de ce niveau 2. Donc le niveau 2, ça va être l'idée qu'on aille beaucoup plus loin sur ces aspects. On va avoir du Python, mais vous inquiétez pas, on n'est pas dupe non plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à faire du Python en si peu de temps. Donc l'idée, ça va être de faire du code, effectivement, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modèles comme le modèle de Facebook, la Llama, qui est spécialisé dans la génération de code. Alors, ça ne veut pas dire que c'est du code qui est incroyable et qui est nickel, mais ce qu'on se rend compte, c'est que vous allez avoir des bases de Python pour comprendre comment fonctionne le langage, quelle est sa syntaxe, etc. Et en sachant ça, vous allez pouvoir générer du code, le corriger, l'utiliser pour aller un peu plus loin sur ces différents aspects. Donc, c'est vraiment l'idée de ce niveau 2, ça va être des projets intermédiaires qui vont nous permettre de développer des compétences plus avancées. Donc, je parle de Python, je parle de LangChain, je parle de chatbot, etc. Pour aller beaucoup plus loin.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir des notions de code, puisqu'on en verra, vraiment dans le bootcamp, on n'en verra pas. Ce qui est plus intéressant à avoir, c'est peut-être une logique, on parlera un peu des prérequis, mais peut-être une logique en fait d'informatique qu'on J'allais te couper, abordera il n'y tout a à l'heure. pas besoin de savoir de coder, mais il faut quand même avoir cette agilité numérique et cette logique algorithmique, parce que pour pas mal former les curés sur le sujet, on se rend compte que c'est pas toujours évident. Et l'IA fonctionne pas du tout comme Google. On a appris à faire des requêtes Google, et encore, il y a encore des choses à apprendre, hein. Tout le monde ne sait pas exactement comment on fait des super requêtes Google. Bah, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille avec l'IA. Il y a une autre façon d'aborder la chose, on va dire, et surtout une autre façon d'être capable d'aller plus loin que la fonctionnalité IA qu'on imagine pour qu'elle réponde vraiment au problème initial. On peut faire plein de choses si on a cette compréhension et cette capacité de recul sur les différents outils qu'on utilise. Dans le détail, Yuri, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'il y a dans ce programme? Sachant que c'est un programme Tout à fait. prévisionnel, hein, ça peut encore un peu bouger, mais voilà les grandes lignes. Alors, comme on vous le disait, effectivement, un premier bootcamp du 13 mai au 7 juin 2024. Donc là, c'est 4 semaines. Ces 4 semaines, elles vont être assez intensives, mais je pense qu'on va bien se marrer parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'outils très intéressants. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on puisse comprendre ce qu'est l'IA. Voilà, par exemple, la distinction entre une IA générative et discriminative, dans quel cas on utilise l'une et pas l'autre. Quel est le rôle de chef de projet en IA? Donc, que vous puissiez savoir précisément quelles sont vos missions, quel est votre rôle en entreprise. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le dur avec la mise en place et la conception de POC, donc en utilisant des LLM. Donc, un LLM, c'est un modèle de langage. Et puis, il ne faut pas se leurrer, hein, quand on parle d'IA, quand on parle de no-code, qu'est-ce qu'on parle? On parle de données. Donc, on va principalement étudier de la donnée, comment on peut la collecter, comment on peut la traiter, comment on peut l'extraire, comment on peut l'exporter. Voilà, tous les verbes d'action par rapport à la donnée, comment on peut la visualiser, effectivement. Et donc là, on va vraiment, l'idée de ce premier bootcamp, c'est d'avoir ce niveau où je connais tous ces outils-là, je ne suis pas hyper spécialiste sur tous. Par contre, je sais que ça me sert à ça, ça me sert à ça, ça me sert à ça. Je connais bien les bases. Et puis ensuite, quand je vais en entreprise, bah, je vois en fonction des besoins que j'ai pu identifier, me spécialiser, en tout cas utiliser majoritairement un framework, un outil dans l'entreprise. Et donc, il y a effectivement cette notion d'analyse du besoin. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce bootcamp, on va en entreprise pour 2, 3 semaines, je ne me souviens plus exactement. On va en entreprise, on s'intègre dans l'entreprise, et puis on commence à analyser le besoin, c'est-à-dire voilà, faire des interviews, demander à parler avec ses collègues. Peut-être que l'entreprise aura déjà des besoins identifiés. Donc, ça sera s'imprégner un petit peu de tout ça pour revenir le 8 juillet avec potentiellement des besoins identifiés, des idées peut-être de solutions. Et donc, cette semaine-là, on va vraiment mettre en place ces POC-là. Donc, vous aurez identifié un besoin, identifié une solution, et on va vous accompagner dans la mise en place de ce premier POC. À savoir que si vous n'avez pas potentiellement de besoin identifié en tête, puisque voilà, vous n'avez pas eu trop le temps de le faire, on aura des cas d'usage à vous présenter. Et puis ensuite, comme je vous le mentionnais, on va avoir différents blocs. La semaine du 12 au 21 août, vous allez revenir pour faire vraiment une introduction à la programmation et à Python. Donc là, ça va être une semaine et demie, il me semble, intensive, où vraiment on va faire du Python, du Python, du Python. Mais c'est très marrant à faire. Pour le coup, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer effectivement à se poser la question de la notion de RGPD. Alors, cette notion de RGPD et d'éthique à l'IA sera abordée évidemment dans les premières semaines du bootcamp. Ici, ça sera intéressant qu'on fasse un focus pour se dire, bon, vous allez vous lancer dans des projets avec votre entreprise, quid de la donnée, comment elle doit être protégée, est-ce que vous avez une liberté, est-ce que c'est un peu plus restreint? Donc, on va vraiment se poser ces questions-là ensemble et comment vous pouvez réagir par rapport à ça. La semaine du 14 au 22, on va aller beaucoup plus loin sur l'IA, c'est-à-dire qu'on aura traité majoritairement des modèles de langage, on aura traité peut-être un peu de vectorisation, c'est-à-dire comment on peut transformer de la donnée textuelle en numérique. La semaine du 14 au 22, on va beaucoup plus loin sur ces aspects en faisant l'entraînement de modèles, c'est-à-dire qu'on va prendre un modèle d'IA et Fine- l'entraîner avec vous. Fine-tuning, ça veut dire entraînement, Oui. juste pour vous rassurer. Donc, effectivement, là, on vous apprendra à entraîner un modèle d'IA avec des données de l'entreprise ou les données que vous aurez besoin de traiter. On va voir aussi des IA discriminatives, hein, parce que potentiellement, bah, je ne sais pas, l'entreprise veut que vous fassiez un algorithme, un IA en tout cas, qui détecte des images sur une photo ou des textes sur une facture, j'en sais rien, on verra ça. Mais en tout cas, l'idée qu'on puisse avoir autre chose que l'IA générative. La semaine du 6 au 10 janvier, vous allez revenir. L'idée ici, c'est qu'on se concentre sur, voilà, mon POC, il est mis en place. Maintenant, ce qu'il est intéressant de faire, c'est, je veux le déployer au niveau de tous les collaborateurs de l'entreprise ou en faire quelque chose de public, parce que l'entreprise veut capitaliser là-dessus. Comment on peut déployer ce POC sur des serveurs, les sécuriser, que ce soit scalable pour une grande quantité d'utilisateurs.
Et puis, si ce POC-là n'est pas faisable par vous-même ou par l'entreprise, comment je gère ce projet-là? Donc, comment j'écris un cahier des charges pour contacter un freelance, un data scientifique ou un développeur qui peut m'accompagner sur ce projet. Et puis, vous revenez du 10 au 21 mars, où cette fois-ci, c'est le projet final, comme on vous l'a mentionné, 2 semaines, où là, on va, pendant 2 semaines, se faire un gros hackathon presque. On va vraiment travailler sur ce POC-là. On va essayer d'aller de faire toutes les étapes, analyse du besoin, conception du POC, mise en place d'un déploiement potentiel, et puis une soutenance un peu plus tard, où vous Ce allez sera présenter ce projet. début mai 2025, tout à fait. Sachant que là, ce sera un projet sur un même sujet pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de différence en fonction de vos entreprises, vos employeurs, qui seront plus ou moins avancés sur des sujets autour de l'IA. Là, on viendra avec un sujet d'une association. On aura peut-être plusieurs sujets pour cette association, pour cette organisation, mais vous partirez d'une base commune, identique, afin que vous puissiez être évalué sur des mêmes consignes et des mêmes datas. On a une En question de résumé, Myriam. ouais, j'ai vu la question de Myriam, je vais revenir juste après, elle est très intéressante. Mais ce sera plus justement dans le matching qu'on fait entre les employeurs et les candidats. En résumé, qu'est-ce que vous allez voir dans cette formation? Vous allez voir les fondamentaux de l'IA, la conception et la réalisation de POC, les aspects data et réglementaires. On mettra aussi un peu d'environnement, évidemment, dans ces aspects-là. Le déploiement d'une solution à grande échelle. Et enfin, un projet qui permet de mettre en pratique tout ça et de valider que vous maîtrisez bien le sujet de la transformation par l'IA dans les entreprises. Quelques solutions qu'on va voir pendant la formation. Dans le no-code, par exemple, Zapier et Make sont des solutions qui permettent de faire du if this, then that. En gros, s'il se passe quelque chose, ça va lancer une action dans un deuxième logiciel. Des solutions assez simples, on peut imaginer plein, plein, plein de flux. C'est passionnant ce qu'on peut faire. Et parfois, c'est largement suffisant pour répondre aux besoins des collaborateurs, pas besoin d'IA. On verra aussi du Airtable, qui est du Excel largement amélioré, qui permet de faire des grosses bases de données avec de super visualisations, que nous, on utilise beaucoup au Bahut notamment. Et Bubble Webflow, c'est plutôt des outils pour créer des applications ou des sites web de façon très simple. On parle d'outils IA, alors que là, le premier, c'est pas du tout un outil IA, c'est plus un annuaire de solutions open source. Hugging Face est une entreprise de service qui référence toutes les solutions open source autour de l'IA et où ils ont créé quelques interfaces pour qu'on puisse jouer avec. Nous, on vous permettra de comprendre comment ça fonctionne et d'être capable de les implémenter sur vos serveurs. On utilisera aussi des solutions évidemment d'OpenAI, ChatGPT, Claude d'Anthropic ou Mistral, en vous expliquant comment ça fonctionne, le plus et le moins de chacun. Nous, on est très fan de ChatGPT à la base, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, de l'image, il y a des GPTs dedans, on peut analyser deux documents, des sites web. Pour autant, GPT devient très feignant parce qu'ils ont trop de clients, et Claude permet d'analyser beaucoup plus de choses aujourd'hui quand on donne un livre ou un document de recherche de 120 pages. Claude lit bien tout, alors que GPT va lire le début pour comprendre l'essentiel. Et on verra Mistral, hein, c'est des petits Français, même si récemment il y a eu un gros investissement de Microsoft, donc la philosophie a un peu évolué, mais c'est important de comprendre ces trois grandes solutions. On verra aussi des solutions de LangChain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, Yuri? Oui, alors LangChain, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un framework, donc en gros, une sorte de, comment expliquer de manière naturelle, c'est une sorte de cadre théorique, en tout cas un cadre de travail, un langage presque, qui permet de créer des applications d'intelligence artificielle assez simplement. Alors quand je dis assez simplement, c'est toujours la question, c'est-à-dire que effectivement, ça s'est démocratisé. Est-ce qu'on peut l'apprendre en 2 jours? Non. Par contre, largement en une semaine ou deux, c'est largement faisable. J'ai quelques collègues à Sido, pardon, où je leur ai expliqué LangChain, ils ont pris en main l'outil, etc. Et au bout de 2 semaines, ils savent à peu près tout faire sur LangChain. Donc, c'est un peu l'idée. Et puis Flowise, qui est une sorte d'outil no-code qui permet de travailler sur LangChain, justement. Euh, Ce qu'il faut comprendre de ces solutions, et c'est un peu en tout cas notre perspective, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, de l'automatisation suffit largement aux besoins identifiés. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites avec des outils no-code, la gestion de base de données, du déclenchement si je reçois un mail, alors il se passe ça, ou si
Voilà. C'est des choses qui sont faisables, mais on voulait vraiment avoir à la fois du no-code, pour que vous puissiez répondre à ces cas d'usage, et puis de l'IA qui permet d'aller beaucoup plus loin sur plein d'aspects, hein, la compréhension du langage naturel, des systèmes de recommandation, des chatbots, euh, que sais-je, il y a tellement de Mais cas on d'usage verra aujourd'hui aussi du possibles. doublage de vidéo avec Agent. On nous a pas mis trop de solutions auteur là, mais il y aura du Agent, du Eleven Labs pour de la voix off, il y aura du Whisper pour la retranscription d'audio, du Gamma pour la création de support, de présentation si c'est un enjeu interne, du Sora s'il faut faire de la musique. Enfin, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qu'on testera en fonction de vos cas d'usage, parce que selon les boîtes, il y aura des choses, des demandes très différentes. Ce qu'il faut savoir, notre signature pédagogique au bahut, on a deux éléments forts. Un, tous les jours, on travaille sur des projets, ou presque, et on fait par nous-mêmes en tant qu'apprenants. L'objectif, c'est d'apprendre de ses erreurs, d'itérer, et de faire ses erreurs au bahut plutôt que de les faire en entreprise. Donc, il y a toujours, bien sûr, un peu de théorie, mais il n'y a pas toujours à la fin, voilà comment il aurait fallu faire. On peut vous montrer comment nous on a fait, mais il y a peut-être d'autres pistes, d'autres chemins pour y arriver. Donc, il va falloir apprendre par vous-même beaucoup, encadré par des super enseignants à l'école. Et les enseignants sont que des pros, sont que des gens en poste sur ces métiers-là. Donc, ce n'est pas des pros de la formation, c'est plutôt des pros de l'IA qui viendront avec plaisir vous accompagner. Il y a aussi une deuxième modalité très forte, c'est l'apprentissage entre pairs. Parce que moyenne d'âge de notre école de Bahut sur le sujet de digital learning, c'est autour de 36-36 ans, 36-37 ans, pardon. Et tout le monde vient avec des super expériences, avec des parcours très riches, avec des choses qu'ils ont déjà vues. Certains étaient web développeurs avant, d'autres étaient dans la com, dans le marketing. Vous avez tous à vous apporter des choses. Et vous allez aider ceux qui galèrent sur certains sujets, et inversement, vous serez aidé quand c'est vous qui galérez, par exemple sur la création d'interface, que c'est moins logique pour vous que l'implémentation sur des serveurs. Et en plus de ça, on va essayer de vous intégrer à une communauté d'IA makers, de gens qui utilisent de l'IA au quotidien pour continuer à développer votre esprit critique et les compétences de travail en équipe. Parce que ce métier-là est super important, vous travaillez en équipe. Et puis effectivement, on a fait un gros travail pour positionner cette école, en tout cas dans un réseau. Euh, on est inscrit, donc on fait partie du Hub France IA, qui est du coup le réseau un peu syndicat national sur l'IA aujourd'hui en France. On a essayé vraiment de se connecter avec ce réseau-là pour justement construire aussi euh, un soutien et puis une collaboration avec les différents acteurs aujourd'hui de l'IA en France. Et en Rhône-Alpes, on est dans le réseau aussi Digitalic qui regroupe toutes les entreprises de la tech. Donc il y a pas mal d'employeurs dedans. Enfin, on gravite pas mal pour vous aider à trouver du boulot. Comment on va évaluer cette formation? Il y aura plein de petites évaluations tout au long de la formation, mais ce n'est pas vraiment des notes, c'est plus des réussis et ratés. Et une seule évaluation très importante, c'est celle de la fin sur le projet final que vous présentez devant un jury de pro. Il n'y a pas de diplôme à l'issue de l'école, c'est une alternance en contrat de professionnalisation par reconnaissance conventionnelle, c'est pris en charge par les OPCO, j'expliquerai un peu comment ça marche. Pour autant, il n'y a pas de titre à la fin. Mais dans l'ensemble, les gens qui nous rejoignent ont souvent plus de diplômes que celui qu'on pourrait proposer. Donc l'enjeu, il n'est pas tant sur le titre que sur l'emploi. Et vraiment, nous, à la fin, c'est est-ce que tu vas bien pouvoir faire partie des meilleurs chefs de projet IA en France? Ça, c'est notre seul objectif, que vous soyez employable et que vous puissiez presque choisir votre employeur, voire que vous soyez chassé sur le marché du travail. Quel salaire on peut espérer? Pendant une année d'alternance, c'est ce qu'on voit sur la partie digital learning en formation d'alternance, on est autour de 25 000 euros bruts par an, sachant que si vous êtes indemnisé par Pôle emploi euh, à une somme supérieure à celle-ci, Pôle emploi complète votre salaire pendant une alternance. Et à l'issue de la formation, les stats que j'ai trouvés, et je ne peux pas vous donner plus concret que ça, parce que j'ai pas encore, ce sera notre première en mai, ils annoncent autour de 36 à 40 000 euros bruts pour une personne qui est junior sur ce sujet. Pour autant, on voit qu'il y a une médiane autour de 60-65 000 euros bruts pour des chefs de projet qui ont 3 ans d'expérience. Donc, c'est des salaires, c'est des métiers qui sont très recherchés, qui commencent à valoir de l'argent et qui peut être intéressant de se positionner dessus. Je vous ai mis la source de ces stats, évidemment. Comment on recrute nous? On y a trois grands piliers. Un, on recherche surtout des gens très motivés, des personnalités qui collent au sujet, et on regarde peu les diplômes, votre parcours d'avant, qui vous êtes, on s'en fiche. Deux, c'est ultra professionnalisant. Nous, notre seul objectif, c'est que vous soyez embauchable si vous avez envie à l'issue de cette formation et que vous soyez vraiment opérationnel sur ce métier de chef de projet IA. Sur notre formation Digital Learning, qui du coup on en est à notre 8e promo à Lyon,
On est à 95% d'emplois à l'issue de la formation et des gens qui s'éclatent bien et qui commencent à avoir des salaires vraiment cool. Et c'est ça, nous, qui nous nourrit et qui fait que ça nous éclate. Et on vous aide pour ça, parce qu'on a un gros fichier de partenaires entreprises. On a plus d'employeurs souvent à chaque promo, enfin pas souvent, à chaque promo, on a plus d'employeurs que de places de candidats. Il y a du besoin. Mais par contre, ça veut dire qu'on fait aussi une grosse sélection de candidats et qu'on n'est pas si, c'est pas si facile de rentrer au bahut. Pour autant, c'est inclusif. Comme je vous le dis, c'est adapté à tout âge et à tout profil. Il n'y a pas de discrimination, on n'exige pas de diplôme. Mais il y a des prérequis, je vous présente après. Néanmoins, il faut savoir certaines choses. C'est une formation intensive. C'est plutôt un rythme prépa plus qu'un rythme école de commerce. Tous les jours, il y a du boulot, il y a des projets à rendre, c'est dur. Il y a des moments où on a l'impression de ne pas y arriver, mais la promo est là pour vous aider. Nous, on est là aussi pour vous accompagner tous les jours. On est nombreux sur place, les locaux sont cool. On est dans un cadre convivial, mais clairement, on attend de vous un engagement super fort. Et de toute façon, on le voit pour l'instant hein, sur la première, les formations qu'on a animées sur le digital learning, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de sujet. Parce que c'est dur qu'il y ait du taf et que c'est intéressant. Parce qu'il y a aussi des cas pratiques concrets et réels pour des vrais assos ou pour des vraies organisations. Donc tout ce que vous allez produire va potentiellement servir. Donc si ça vous intéresse, comment postuler? On va vous expliquer un peu les démarches. Pour info, la prochaine promo démarre le 13 mai 2024 à Lyon. Et voici quelques qualités importantes à avoir avant de se lancer. Un, il faut être sacrément curieux, ouvert d'esprit, être capable d'être agile sur les outils du web, aimer chercher, bidouiller, mettre en place des choses, jouer. Deux, être capable de travailler en équipe et avec des personnes très différentes. Et d'aimer découvrir plein de métiers, de se plonger dans le métier de la compta comme de la logistique ou de la vente, parce que tous ces métiers-là, l'IA peut aider à être plus efficace. Et aussi être assez flexible, parce qu'en fait, il y a plein de projets en même temps, il y a plein de micro-sujets qui se lancent, certains qui freinent parce qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne solution tout de suite, d'autres qui démarrent plus vite. Et donc, il faut être capable de mener plusieurs projets de front. Ça, c'est les qualités, un peu les soft skills qu'il faut pour se lancer en tant que chef de projet IA. Maintenant, les prérequis. Bien sûr, la maîtrise du français, on travaille dans une entreprise française principalement, et de l'anglais, parce que tous les logiciels IA sont avant tout rédigés en anglais, même si c'est très facile de traduire. Si vous ne savez pas ce que veut dire le bouton Sign Up, vous allez vraiment galérer. Donc, avoir On des parle pas de bases. l'anglais, Oui, c'est je l'anglais parle pas de l'anglais professionnel. à l'oral C'est très pas nécessairement de tenir une basique. conversation en anglais, mais c'est savoir travailler avec des mots en anglais et ne pas en avoir peur. Parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes qui en avaient peur parfois. Deux, je vous l'ai dit, c'est un prérequis. Il sera testé, ce prérequis, dans nos formulaires de candidature. C'est cette curiosité tech et cette agilité numérique. Trois, une certaine pensée algorithmique et une certaine logique mathématique. Je vous l'ai dit au tout début, l'IA fonctionne avec de certaines façons, qui n'est pas toujours évidente et qui n'est pas toujours accessible et qui n'est pas si simple à prendre en main. Et il ne faut pas être codeur ni développeur, mais il faut un peu avoir cette logique de pensée quand même. Voilà un peu pour les trois prérequis qu'on va tester dans nos formulaires. Mais 4 et 5, c'est les principaux. Un, il faut savoir que la formation est en présentiel à Lyon. Il y aura des séances qui seront faisables en distanciel synchrone. Tous les projets peuvent être faits chez vous, mais ça, on vous le dira les jours où vous pouvez ne pas venir. Après, les locaux restent ouverts dans tous les cas. Mais la formation est en présentiel et c'est super important pour la constitution de la promo, parce que pendant la promo, vous allez vous noyer sur des projets et qu'on sera là pour vous rattraper. Et aussi parce que c'est nous qui vous avons trouvé un employeur et on veut s'assurer que vous soyez vraiment super fort. Et le cinquième point, il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi avant la formation, avant le 13 mai, il faut être inscrit à un pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Pourquoi? Tout simplement pour que la formation puisse être prise en charge par les OPCO de votre employeur. Il y a des questions à On cet a deux endroit-là. questions sur est-ce qu'une promo est prévue à Paris? Bah, il y aura des promos prévues à Paris probablement. Alors pas tout de suite, ce sera probablement début 2025. Il faut qu'on trouve un partenaire. On a déjà eu quelques demandes, mais on attend d'avoir nous un programme un peu plus sec qu'on aura itéré une voire deux fois avant de pouvoir le franchiser entre guillemets à Paris. Après, ça n'empêche que sur nos promos Digital Learning, on a toujours des Parisiens qui viennent à Lyon, qu'il y a des aides de Pôle emploi pour le déplacement et pour l'hébergement de ceux qui ne sont pas à Lyon mais qui ont besoin de venir pour la formation. Et que généralement, c'est plutôt très sympa à faire parce que finalement, vous êtes vraiment complètement dispo pour la formation de 7h à 21h. Vous pouvez avancer à fond.
qu'on crée une ambiance un peu cool à l'école où il y a toujours des jeux, il y a toujours des choses pour aller plus loin, comme je disais, des petits défis, des petits hackathons internes. Donc, ceux qui viennent de loin, parfois, ce sont ceux qui s'éclatent le plus à l'école. Mais après, si vous pouvez pas, je comprends, j'entends, mais pas tout de suite. Et je vais arriver à ta question, Myriam. Il y a un formulaire de candidature ici, que vous pouvez, du coup, dans la présentation, vous pouvez ouvrir pour y répondre, et nous, on va commencer à traiter les candidatures à partir de demain. Ensuite, on vous présente à des employeurs. Mais il y a aussi un formulaire pour les employeurs que je vais présenter juste après. Et là, on fait ce boulot de matching en fonction de vous. Donc, répondez très honnêtement. Il n'y a pas de mauvaise réponse parce que on a des profils très divers. Du profil, la personne qui préfère être un peu encadrée, accompagnée au quotidien, qui a besoin de feedback et de points de validation avant de se lancer dans le grand bain, à la personne plus intrapreneur qui préfère bosser seul, voire dans des boîtes où personne ne peut les aider. Et les deux profils, on a des employeurs déjà qui ont ces deux types managériaux. Et c'est vraiment la clé du succès. C'est vous trouver le bon manager, la bonne boîte. C'est pas tant le sujet, c'est pas tant la taille, c'est plutôt le type de management et ce qui vous convient vraiment. Et c'est là où on essaie de bien vous comprendre, vous, parce qu'il y aura toujours un entretien avec vous pour savoir ce que vous recherchez, qui vous êtes et comment vous travaillez, afin de vous trouver le meilleur employeur possible. Deadline pour la signature de vos contrats, la CERFA et convention, c'est 3 jours avant le démarrage de la promo. Côté employeur, bah, il y a pareil un formulaire à compléter, plus un call avec moi, parce que côté candidat, il y a ce formulaire, et à la fin de ce formulaire, on vous propose un entretien, ou pas, et si c'est ou pas, on vous explique pourquoi ça ne colle pas potentiellement. Employeur, il y a pareil un formulaire et un échange avec moi, pour vraiment bien vous connaître, bien vous comprendre, parce que pour l'instant, ce qui a fait la réussite du bahut, c'est ces matchings où on vous a trouvé l'alternant idéal, le collaborateur idéal pour vos boîtes. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre vos attentes, vérifier que vous avez un peu de budget, parce que c'est des projets qui coûtent cher, pas des projets gratuits. L'IA, on a beau avoir plein de solutions pour tester, dès qu'on veut mettre en place de façon industrielle, ça coûte un peu d'argent. Tu confirmes, Yuri? Oui, oui, tout à fait. Et du coup, il faut prévoir un peu de budget et une vraie strat en interne, parce que c'est des projets qui chamboulent, c'est des projets qui heurtent parfois les sensibilités internes. Et donc, il faut avoir cette vraie vision, cette vraie envie. Euh, Marie, je réponds tout de suite à ta question. Est-ce que la formation est accessible? Alors oui, uniquement en alternance, et pour l'instant. Et pour autant, aux indépendants. On a déjà eu des alternants, des gens qui se sont financés eux-mêmes la formation pour leur propre boîte, dans le cadre du bahut. C'est pas le modèle idéal pour nous, parce qu'on aime bien qu'il y ait un employeur, on aime bien que les gens puissent se tester dans une situation réelle, mais on l'a déjà fait. Mais par contre, pour l'instant, on propose que de l'alternance, on n'a pas d'autre choix pour la partie financement. Mais ça peut se financer en tant qu'indep, et on peut en discuter, envoie-moi un petit mail. Je te donnerai les astuces pour qu'on trouve des financements qui permettent que la formation soit pas trop chère ou soit gratuite. Pas gratuite, financée, pardon. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire en tant qu'employeur et qu'on a fait ce call ensemble, bah, c'est Yuri, Rachel et Elena qui vont faire les entretiens avec les candidats. Et moi, je vais leur expliquer un peu ce que vous recherchez. Eux vont me présenter les candidats et souvent des matchings assez évidents. Dans ce cas-là, je présente votre boîte au candidat, je m'assure que ça l'intéresse vraiment. Et si oui, je vous présente son profil Assess First et son profil LinkedIn pour que vous me disiez sur le papier, ça colle pas. Si ça colle pas de souci, vous m'expliquez pourquoi, pour que je redemande à Yuri, Rachel et Elena, est-ce que vous avez un autre candidat qui peut correspondre? Et si ça colle, je donne vos coordonnées au candidat, c'est lui qui vous appelle et vous faites vos entretiens. Vous- Autant que vous voulez, comme vous voulez et de la façon que vous voulez. En général, chaque entreprise va rencontrer 1 à 3 candidats. Souvent, vraiment statistiquement, c'est le premier que j'envoyais qui colle le mieux, parce que c'est celui qui répondait le mieux à tous les critères. Mais parfois, les boîtes veulent en recevoir un deuxième pour s'assurer que c'est le bon. Et je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de signer le CERFA au plus tard le 7 mai 2024. CERFA, c'est le contrat pour l'alternance et la convention de formation pour faire financer à l'OPCO. Je vois qu'il y a des questions, Yuri, vas-y. Ouais, alors juste non, avant la question, pour compléter un peu ta réponse par rapport à Myriam et sur les questions de est-ce qu'il y a un maître de stage, en tout cas une personne avec qui une référente. Alors, il y a quand même un enjeu, ce poste d'autonomie. Clairement, il n'y a pas forcément d'équipe actuellement dans les entreprises qui sont basées là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait faire sur du DLM, du Digital Learning Manager, où il y a souvent déjà des postes ou des salariés qui ont ce poste-là.
ou en tout cas dans certains cas. Là, Je suis pas sûr. Je pense que ce sera assez proche. En DLM, il y a aussi des gens qui sont là pour créer l'académie de zéro et qui sont seuls à être capables de digitaliser la formation. Et je pense que ce sera oui. un peu pareil là. Il y aura des boîtes où il y aura déjà une vision de tech. Il y aura des développeurs, vous ne serez pas seul. Donc vous pourrez échanger avec des gens, même s'ils sont moins spécialistes que vous sur l'IA. Il y aura une vision commune. Et des boîtes où vous serez un peu Ah, plus seul, où là, ils découvrent complètement le sujet et il faudra vous débrouiller un peu plus sans tutorat de la part de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que nous, on ne sera pas derrière, que vous ne serez pas dans une communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'IA Makers, et que vous n'aurez pas aussi cette promo pour vous entraider. C'est assez fou comme ils échangent entre eux, même pendant les semaines d'alternance où ils ne sont pas chez nous, pas à l'école, de voir nos étudiants qui échangent beaucoup, qui s'entraident, qui trouvent des solutions pour les uns les autres, voire qui se voient d'ailleurs, et ça c'est passionnant. ce que je tiens aussi quand même à préciser, c'est que par rapport à peut-être DLM, qui aujourd'hui, globalement, on sait tous à peu près quels sont les postes associés ou les tâches associées à ce métier, nous, on va vraiment faire un travail au niveau des employeurs pour sensibiliser et expliquer ce dont vous serez capable à l'issue de la formation. Et donc, ils sont sensibilisés vraiment sur ces points-là pour comprendre ce que vous êtes en mesure de faire et pas vous demander des choses qui soient encore, en tout cas au niveau 1, par exemple, qui soient inaccessibles ou pas réalisables dans un premier temps. Donc, on fera vraiment ce travail-là, nous, au niveau des employeurs. Et on a des employeurs un peu partout en France. Pour répondre à la question, il y a et aussi du full remote. Des employeurs qui vous demanderont pas d'être là tous les jours, qui vous demanderont sûrement une période d'intégration, qui vous demanderont de passer quelques jours en entreprise. Mais il y a pas mal de boîtes qui aujourd'hui acceptent le full remote aussi. Donc oui, on aura probablement des boîtes à Lille. J'en ai déjà deux en tête que je pourrais contacter si tu postules chez nous, chers spectateurs anonymes. Parce que je fais aussi ce travail un peu de prospection, parfois, où quand on a un super candidat, on essaie de trouver les boîtes qui peuvent correspondre. Et l'avantage, bah, c'est que ça fait 4 ans que le Bayou existe et on a quand même maintenant un gros panel d'employeurs qui peut être intéressé par ce type de profil. Combien ça coûte, que ce soit pour les employeurs ou pour les indépendants? Un, la partie recrutement, identification des candidats, test de recrutement, entretien de présélection, tout ça c'est gratuit. Mais pourtant, c'est un gros boulot de notre côté, parce que pour une promo de 25 étudiants, c'est à peu près une centaine de candidatures et une bonne cinquantaine d'entretiens. Ensuite, la formation coûte 9 200 € pour les 399 heures, ce qui fait 23,06 € de l'heure, qui est pris en charge par votre OPCO entre 50 et 100%. Tout dépend de votre OPCO. Et ça, je peux pas vous dire à l'avance. Vous pouvez me contacter, hein, me dire, parce que j'ai quand même pas mal maintenant d'ancienneté sur le sujet, et j'ai accès à beaucoup de chiffres, de prise en charge. Pour autant, c'est entre 10 et 23 € de l'heure qui prennent en charge. À voir en fonction d'eux, à voir en fonction de vous aussi, à voir en fonction du candidat, parce que s'il est sans emploi depuis plus de 12 mois, il est plus pris en charge que s'il est néo sans emploi. Enfin, il y a plein de critères. Et parfois même, c'est juste que en fonction du conseiller OPCO, de son humeur du jour ou de ses budgets du moment, parfois il est 100% ou des 50. Donc c'est dur à anticiper. Mais voilà, en gros, il y a un reste à charge maximum de 5 000 € sur la formation. Sur le salaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en moyenne à 25 000 € brut. Alors attention, c'est un brut avec les charges patronales. On est autour de 32 000 € par an, 31 000 € par an. De mémoire, j'ai fait le calcul. Pour un salarié qui est là trois quarts du temps en entreprise, un quart du temps en formation. J'ai fini ma J'ai présentation. deux questions sur, Cool, je t'écoute. qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de dire? Est-ce que potentiellement il y a un reste à charge pour l'alternant? Quand tu mentionnais 50% de prise en charge. Pour l'alternant, pas du tout. C'est uniquement pour l'employeur, c'est lui qui finance la formation et c'est lui qui vous paye dès le premier jour. Donc dès que vous démarrez la formation, même si vous n'êtes pas encore en entreprise, vous êtes salarié de l'entreprise. Et c'est lui qui vous fournit aussi votre matériel de travail, donc votre ordinateur potentiellement, s'il y a besoin d'un ordi. Et on a une question de Myriam. Si, comment fonctionne l'OPCO? Donc actuellement en poste, comment fonctionne l'OPCO? Bah, si tu es en poste, non, il faut que tu sois inscrite à Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi. Donc potentiellement, il faut que tu changes de poste. Alors soit si tu es en poste, on peut faire de... Dans ce cas, c'est pas du contrat d'alternance, tu es déjà salarié de l'entreprise. Et dans ce cas-là, tu fais un contrat de développement des compétences. Et comme c'est sur 2 années, ça peut être pris quasiment à 100% en charge aussi en fonction de la taille de ta boîte. Si tu quittes ta boîte, dans ce cas-là, c'est l'OPCO de ton nouvel employeur parce que tu es demandeuse d'emploi qui prend en charge entre 50 et 100% et tu es employé en tant que contrat pro pendant 12 mois minimum. Spectateur Par rapport à... anonyme, quel est le rythme de formation entreprise? Alors, on a le calendrier qui est Oui, on vous a mis à là, disposition le planning. non, qui est au-dessus, là. Tout à fait.
Donc l'idée, c'est un bootcamp vraiment en présentiel de 4 semaines. Ensuite, on va vous laisser, il me semble, un mois pour vous intégrer dans l'entreprise, faire cette analyse du besoin et vous revenez une semaine ensuite en juillet. Et puis après, on va avoir à peu près tous les 2 mois, un mois et demi, des blocs de à peu près 7, 8, 9, 10 jours, ça va dépendre, où vous revenez en formation. Pardon. Tu peux Donc voilà, descendre je peut-être vous au l'ai mis là, du coup, calendrier. sur 2024. En bleu, c'est les périodes en formation, en blanc, en entreprise, en gris, les week-ends et jours fériés. Et voilà à peu près l'alternance. C'est disponible dans le document, de toute façon, que je vous renverrai par email avec le replay. Rémi, très bonne question. Des exemples de projets concrets. Euh, Attends, non, j'ai une deuxième question d'abord. Spectateur anonyme, qui est pas du tout bête, hein. Tu as bien raison de la poser. Est-ce qu'il y a des vacances? Vous êtes salarié dès le premier jour. Donc dès le 13 mai, vous êtes salarié. En tant que salarié, vous avez droit à 5 semaines de vacances, comme tout salarié. Donc, à discuter avec votre employeur pour avoir des moments de repos. Et souvent, les employeurs, en été, de toute façon, ferment ou sont en activité réduite, donc acceptent sans souci que vous preniez des vacances à ce moment-là, à négocier lors de la signature du contrat. Rémi, est-ce qu'on a un exemple de projet IA demandé par des entreprises? Par exemple, dans ton univers de la pédago et de la formation, on a eu là la demande d'un outil qui permette d'identifier dans la base les présentations, supports, syllabus sur un sujet et qui permettent de valider que c'est les bonnes dates et les bonnes dates là-dedans et de générer un nouveau projet à partir de la demande initiale. En gros, ils ont une énorme base de données avec plus de 1000 formateurs, avec plein de contenus de formation, mais personne n'utilise la même trame. Et ils aimeraient en fait garantir que la trame suive un certain template et récupère les données des présentations qui sont dans la base. Et là, c'est comme un sacré boulot parce qu'il y a un gros boulot de nettoyage de la data. L'IA ne pourra pas faire de magie si la data n'est pas bonne et si les documents sont obsolètes ou pas à jour ou pas complets. Mais il y a un beau projet là-dedans, par exemple. Effectivement, en fait, on est dans, encore plus aujourd'hui, on est surchargé d'informations, de données. Les entreprises, globalement, ne savent pas, même pas forcément quoi en faire, hein, que ce soit de la donnée potentiellement qu'on récupère de nos clients, ça peut être de la donnée qu'on récupère ensuite potentiellement de la logistique, supply chain, etc. On joue beaucoup avec de la donnée et c'est pas toujours évident de pouvoir la traiter, la visualiser, peut-être même dialoguer avec elle de la manière la plus intuitive. Donc globalement, ça va être ça l'enjeu, hein, ça va être comprendre véritablement les fondamentaux de ce qu'est de la donnée, comment on peut en extraire, la traiter et la transformer. Je vous prends un exemple tout bête, mais par exemple, on a eu un cas d'une personne qui recevait des mails tout le temps euh, avec un libellé spécifique. Et en fait, l'enjeu, c'était de pouvoir extraire l'information de ce mail, la faire passer par un modèle de langage, la transformer, en faire un résumé et la mettre dans un Google Excel. Donc, ça va être à la fois des petites tâches comme ça d'automatisation au quotidien qui, dans les entreprises, font gagner énormément en productivité. L'idée ici, c'est pas de remplacer potentiellement des tâches ou des salariés, c'est de pouvoir réduire le poids que pouvaient représenter les tâches qui n'avaient pas forcément de plus-value finalement pour le salarié, qui était assez manutentionnaire, et de pouvoir lui libérer du temps sur ces tâches-là. Donc il y a à la fois des tâches comme ça qui sont plutôt du gain de productivité, et puis après, il y a potentiellement, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous serez, des gros enjeux d'innovation. Donc de se dire, ah ben là, on veut vraiment mettre en place un nouveau système d'IA qui fait de la recommandation sur nos produits, on veut créer un chatbot qui puisse discuter avec nos utilisateurs sur ces sujets-là. Voilà, ça va être à la fois des gros projets d'innovation et peut-être des petits projets plutôt productivité, etc. Et après, effectivement, les cas d'usage, c'est toujours un peu compliqué de vous les présenter dans le sens où il y en a des milliers et c'est très appliqué aux besoins de l'entreprise. Mais en tout cas, le framework et les technologies derrière restent aussi, de manière générale, à peu près les mêmes. C'est donc ça qui est intéressant. Il y a deux métiers qui pilotent le projet là, dont je parlais juste avant. Un, c'est le pôle ingénierie pédagogique et deux, le pôle DSI. Parce qu'il y a des enjeux par rapport à leurs serveurs, par rapport à leurs données, des enjeux éthiques. Donc, c'est les deux pôles qui vont être sur le sujet. On débute la mission. On pourra vous en dire plus très bientôt. Et ça pourra sûrement devenir un cas pratique de la formation. On leur a déjà demandé si c'était OK. Ingénieur péda de formation, je me demande si la chefferie, enfin la gestion de projet IA peut être un bon complément. Oui, carrément. Alors en plus, spécifiquement, parce qu'au Bahut, on a beaucoup de partenaires entreprises qui sont dans le monde de la formation et qui ont besoin que les ingé pédas soient capables de prendre en main ça ou d'avoir
un ingé pédagogue qui soit vraiment le référent IA en interne. Donc oui, c'est cohérent. Pour autant, bah, c'est une spécificité. Dans ce cas, j'essaie de te trouver un employeur qui correspond, et j'en ai déjà pas mal. Mais je t'enverrai moins dans une boîte industrielle ou marketing, et où là, il faut sortir du monde de la formation de la pédagogie. Dans les autres exemples qu'on a aussi en employeur, il y en a un, ils ont un gros budget pour améliorer leur formation sur bibliothèque grâce à l'IA. Pour autant, ils ne savent pas par quoi commencer. Et là, il y a plein de sujets qui peuvent être comme un peu Yuri a fait en proto, la vidéo augmentée, de dire qu'autour des vidéos un peu longues, on a accès à l'expert qui est en avatar, à qui on peut poser des questions, à qui on peut demander à quel moment de la vidéo on parle de ça, et où l'expert qui pose des questions pendant la vidéo pour s'assurer qu'on a bien compris, donc qui rendent l'ensemble beaucoup moins descendant. Ça peut être l'avatar dont tu parlais, Yuri, l'agent pédagogique tout à l'heure, qui est présent tout au long de la formation pour que tu retrouves des infos, pour qu'il te remotive, pour qu'il fasse un peu le collègue virtuel. Enfin, de toute façon, c'est un peu comme ça qu'on utilise d'ailleurs GPT au quotidien. Cet assistant virtuel à qui on pose des questions et on se fait notre ping-pong, et ce soit une personne pour réviser, pour aller plus loin, pour retrouver de l'info. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, en fait, dans le monde de la formation et de l'IA, évidemment. Je tiens à préciser qu'effectivement, on va pas faire de la péda. Donc, c'est vraiment pas une formation qui va être en complément d'un ingénieur pédagogique, hein. C'est une formation qui est généraliste pour être sur tout type de tâches. Finalement, ce qui est en commun sur tout ça, c'est justement des compétences clés qui sont très techniques au final, euh, de analyse du besoin, comme on le mentionnait, de travailler de la donnée et puis de création de POC. Donc après, effectivement, les cas d'usage en soi peuvent être sur de la pédagogie, sur du marketing, sur la supply chain, sur la logistique, sur tout type de domaine, puisque finalement, c'est vraiment le point commun, ça va être ses compétences techniques. Donc en soi, il y a vraiment un enjeu de devenir d'avoir ces compétences-là techniques qui soient assez fortes, mais aussi des compétences de soft skills, justement, qu'on a mentionnées. Donc, effectivement, d'avoir une bonne écoute et une analyse du besoin qui est pertinente, de pouvoir bien restituer à l'entreprise, de comprendre les besoins et puis de savoir potentiellement ce que j'ai un peu plus de mal à faire, vendre son idée, vendre sa solution, c'est-à-dire, ben voilà, vous avez ce besoin-là qui a été identifié, que j'ai identifié, voilà la solution que je trouve, et voilà comment elle vous ferait gagner du temps ou vous accompagnerait dans vos tâches. Donc il y a vraiment ces enjeux-là aussi, c'est pour ça que je trouve ça assez stimulant dans le sens où c'est pas qu'un job technique, c'est à la fois plein de compétences qui n'existent pas dans un seul métier. Et Marion, tu as très bien résumé ce que j'avais en tête, c'est vraiment ça. J'imaginais le trombone de Word quand je vous disais le truc, donc bravo pour avoir mis les mots sur. J'espère que c'est pas ça qu'on reviendra de ce Je n'osais pas meet-up. le dire comme ça, mais c'était un peu ça que j'avais en tête. Est-ce qu'on fera la méthode agile, Yuri? Oui, ben, on va étudier un peu toutes les méthodes, euh, enfin, toutes les méthodes existantes justement pour la gestion de projet, pour la gestion de ces aspects-là. On va se centrer à la fois sur... j'ai la chance d'avoir un background un peu diversifié de psycho, d'ergonomie, donc c'est-à-dire comment on fait de l'analyse du besoin et les techniques d'ergonomie, de développeurs, puisqu'on a aussi beaucoup de collaboration, beaucoup de développeurs qui vont venir faire des cours, donc avoir des vraies méthodes un petit peu plus euh, dev, et puis de la gestion de projet, potentiellement plus management, marketing, etc., pour justement avoir ces méthodes-là de communication, de gestion de projet. On va avoir c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir plein d'approches, plein d'angles finalement pour essayer de construire ce nouveau métier, qui du coup n'existe pas encore. On ne pourrait pas dire que vous serez des développeurs, on ne peut pas dire que vous serez des pures gestions de projet. Vous allez avoir un ensemble de compétences. Et pour moi, j'en suis assez convaincu, c'est un petit peu le- les postes de demain seront des métiers qui auront une transdisciplinarité des compétences, qui seront capables d'assembler les briques les unes avec les autres et de se construire des nouvelles compétences. Donc potentiellement, même chaque chef de projet IA qui sortira de cette école ne sera pas exactement le même, puisque vous aurez développé des outils, des frameworks, des idées, des cadres qui soient un petit peu différents, avec une base commune dont on s'assurera de vous la fournir, mais vous allez pouvoir aussi tirer parti de votre background, de votre métier, pour justement créer ces nouvelles compétences. Tout à fait. Merci, Yuri. On arrive à la fin de notre présentation. On a tenu nos délais. C'est pas mal. Notre timing. J'espère que ça vous a plu. Nous, on est trop contents de lancer ça. On est super excités à l'idée de lancer cette nouvelle formation. On voit plein de potentiel. À nous de maintenant de trouver les employeurs et les super candidats en face. Ça démarre aujourd'hui. On vous a mis dans la discussion les liens pour le formulaire de candidature et le formulaire employeur. Je vous remets tout de suite ça avec le replay. Comme ça, vous aurez toutes les données. Et n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur LinkedIn. Vous avez tout dans la présentation. Je vous remettrai aussi le lien du Gamma, donc, qui est un outil qui remplace PowerPoint, qui permet de faire des présentations propres grâce à l'IA pour des gens comme nous qui ne voyons pas les couleurs et que ça met une catastrophe sur PowerPoint.
C'est assez utile, mais je vous le mettrai, comme ça vous avez tous des liens dedans pour aller cliquer, chercher d'autres infos, voir le programme dans le détail, le calendrier, etc. Et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est cool, c'était notre première. On était un peu stressé, on doit tout, pour tout vous avouer. Mais c'est fait. Et on est chaud, on démarre. Et dans 2 mois, bah, la formation se lance. J'espère que vous serez avec nous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.